Oui, c'est bien sûr l'analyse qui démarre ainsi sur Matin d'Éden. Laurent Tonekes, bonjour. Arthur Rendo, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs, internautes, bonjour. J'espère que vous portez bien le week-end. Ça va. Hugues Zogo, bonjour. Bonjour. Hugues Zogo, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Laurent, bonjour également à nos téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM et bonjour à nos amis internautes qui sont en ligne. Parfait. Hugues Zogo, je démarre avec vous. Actualité oblige, nous allons parler du baccalauréat et puis 179 588 candidats composent. Et bien, dans 140 centres, nous apprenons les 4 vérités et il faut dire que cette année, il y a une hausse de 5,25%. Oui, c'est une bonne note qui nous permet aujourd'hui de comprendre que les différentes réformes qui ont été engagées au niveau du secteur de l'enseignement portent ses fruits. Ça nous permet de comprendre qu'avec, par exemple, la restriction du droit de grève pour le secteur de l'éducation, nous arrivons quand même à avoir des enfants qui se retrouvent plus présents dans les écoles, dans les classes, et qui travaillent inéluctablement pour pouvoir obtenir leur parchemin. Là, c'est le tout premier diplôme universitaire. Donc, ça devient plus sérieux. Plus sérieux parce que le CEB et le BEPC. Exactement. Ouais. Avec le baccalauréat, vous préparez inéluctablement à pouvoir entrer dans la vie active, parce qu'il y a l'ouverture universitaire qui est là, la formation professionnelle, et donc par conséquent ce rendez-vous auquel prennent part les différents candidats sera un rendez-vous qui pourra marquer leur parcours de vie sur Terre. Même si aujourd'hui beaucoup pensent que le bac ne pèse plus tellement dans la balance, vous êtes d'avis? Je ne suis pas d'avis parce que je considère d'ailleurs que le diplôme qui en réalité retient le plus, même quand vous avez le doctorat, c'est le baccalauréat. C'est une étape très difficile. C'est un diplôme, même quand vous vous retrouvez à être meilleur de votre classe, vous pouvez banalement manquer d'obtenir votre baccalauréat juste parce qu'il y a eu des conditions qui n'ont pas été réunies dans l'intervalle des 72 heures. C'est pas comme le BEPC. Le baccalauréat, quand on annonce déjà la délibération, que ce soit parents, que ce soit corps professoral, même l'administration se retrouve à se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un diplôme... d'une manière ou d'une autre qui... Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au Bénin, le baccalauréat a son poids et je me permets de dire quand même que tous ceux-là qui ont eu la chance de tirer leur épingle du jeu et ont pu obtenir ce diplôme-là ne seront pas d'un avis contraire. Donc je me permets de souhaiter aussi une bonne chance à nos jeunes frères, à nos candidats. On leur souhaite beaucoup de courage. Ça va être de rudes épreuves. Vous avez un proche qui est en train de prendre part? Non, je n'ai pas un parent proche qui prend part à cet examen cette année-ci, mais toujours est-il que c'est des compatriotes qui vont composer, donc on leur souhaite beaucoup de courage. Espérant que les meilleurs puissent tirer leur épingle du jeu. Allez, Hugues, merci. Laurent Tonekes, oui, nous parlons du baccalauréat, une hausse de 5,25%. Laurent Tonekes. Oui, les différentes actions du gouvernement portent leurs fruits, parce que c'est un peu ce que nous avions rappelé le mardi dernier, notamment... Tout ce qui concerne le BEPC. Oui, le maintien des filles à l'école, le maintien des enfants à l'école. C'est vrai qu'au secondaire, il n'y a pas de cantine scolaire. C'est vrai que la restriction du droit de grève, dans une certaine mesure, fait que, oui, les enfants sont maintenus à l'école, participent aux différentes activités pédagogiques. Mais il faut aussi quand même préciser que, oui, on parlait mardi dernier du transfert monétaire qui est fait aux jeunes filles. Donc, vous imaginez un peu ces filles du secondaire qui sont maintenues. Et dans le cas des examens, notamment les différentes actions. Aujourd'hui, on voit un investissement non moins important du gouvernement, mais en même temps aussi, c'est qu'il y a davantage une prise de conscience parce que vous imaginez, c'est vrai qu'on peut dénoncer tout ce qu'on veut, mais il faut reconnaître quand même. Il y a cette multitude d'écoles privées qui font un travail. Il ne faut pas l'occulter. C'est vrai qu'il y a les écoles publiques qui font un travail,
Mais la multitude d'écoles privées aujourd'hui qui vient en appui au gouvernement contribue considérablement à avoir des résultats et à maintenir les enfants dans les classes. Et les parents aussi qui, certainement, ont fait des efforts. Il faut quand même remercier ces parents, remercier le gouvernement pour ce qui a été fait, mais souhaiter davantage que ce qui est fait soit amélioré, parce que oui, une chose est de commencer, mais une chose est d'achever bien, et de bien faire d'ailleurs et d'achever. Et donc, tout ce qui a été entrepris dans le cadre du maintien des enfants à l'école, tout ce qui a été commencé, tout ce qui a été fait dans le cadre de l'amélioration des conditions des enseignants, et là-dessus, j'insiste là-dessus, c'est que oui, on a parlé du droit, de la restriction du droit de grève qui fait que les enfants sont à l'école, les enseignants ne sont plus en grève, mais il faille que le gouvernement travaille à améliorer davantage les conditions de travail des enseignants, et on pourrait être surpris de voir que, oui, peut-être pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi ne pas espérer avoir une hausse de 15%, de 20%, pourquoi pas, c'est bien possible. Parce que, oui, vous savez, moi j'ai... Et en cela, j'interpelle le gouvernement pour dire d'essayer de voir un peu davantage comment ça se passe. J'ai vu une jeune fille les vacances dernières à Cotonou qui était en première, si je ne me trompe, dans la Takora, qui faisait l'hôtellerie, la restauration, et qui, bizarrement, à la rentrée, est repartie. Elle était à Cotonou pour travailler pour un job. Elle est repartie à Natitingou. Et puis après, j'ai demandé à ses proches, là, comment est-ce qu'elle va, est-ce que ça évolue? Mais bizarrement, j'apprends qu'elle a abandonné les cours. Et quand on a cherché à comprendre, c'est que ses parents n'avaient pas les moyens. Dis donc. Et donc, faute de moyens, elle a dû raccrocher. Elle a raccroché parce qu'elle dit, même si on lui payait la scolarité, comment est-ce qu'elle va s'en sortir à l'école, manger, tout ça. Donc, les transferts monétaires qui sont faits pour les jeunes filles, il va falloir davantage élargir pour voir comment est-ce qu'on va intégrer pratiquement les filles de certaines régions du Bénin, parce que oui, certaines régions du Bénin ont ce problème. Les filles sont laissées pour compte pratiquement. Les garçons également, hein, parce que je connais au moins 2-3 garçons, jeunes garçons, même dans Cotonou ici, environ ici, qui ont des difficultés. Et donc, il faut davantage trouver le moyen. Parce que vous avez semblé dire tout à l'heure que le bac n'a plus d'importance, ou bien ne pèse plus comme par le passé. C'est ce qui est rapporté, c'est ce que nous lisons. C'est ce que les gens disent. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, si vous voulez avoir la licence, c'est vrai qu'il y a l'examen spécial d'entrée à l'université. Est-ce que vous êtes sûr qu'on peut branler aujourd'hui le bac pour obtenir un emploi? C'est bien possible. C'est bien possible. Quel type d'emploi aussi? Les emplois qu'on avait hier avec le CEP, qui sont devenus emplois qu'on a avec le BPC, avec ces emplois aujourd'hui, c'est avec le bac que vous les avez. Donc vous n'avez pas le bac, vous n'avez rien. Alors, parce que le monde évolue. Il y a la licence, il y a le master, il y a le doctorat. Et donc si vous restez là à vous cramponner sur votre BPC ou CEP pensant que oui, bon, le bac, ça donne plus... Vous serez rattrapé. Et les gens font cette bêtise de dire bac brevet d'accès au chômage, c'est une bêtise. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le bac, c'est très important. C'est un sésame très important dans la vie d'un individu. C'est vrai que tout le monde ne peut pas aller à l'école, mais dès lors que vous avez le bac, tout au moins, vous avez une ouverture devant vous. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez. Vous pouvez désormais aller faire une formation professionnelle, quand vous pouvez continuer et devenir faire des recherches, la licence, le master, le doctorat et la thèse. Donc, j'estime que véritablement, le bac, les gens a toujours sa valeur. Oui, ça a toujours sa valeur. C'est pas comme le CEP. Même le CEP continue d'avoir sa valeur, parce que sans le CEP, personne ne peut vous accepter, en tout cas à proprement parler dans un collège. Allez, Hugues Hector Zogo, je voudrais que nous puissions quand même revenir sur cet aspect. Forte progression de la participation des femmes féminines. 35 667 filles sont inscrites au baccalauréat cette année, contre 32 941 en 2024. Oui, ce n'est que le résultat, ce n'est que la conséquence des différentes réformes. Laurent l'a si bien signifié tout à l'heure. Et on va souhaiter que la dynamique puisse se poursuivre. Il y a un truc qui aura retenu le plus mon attention par rapport à ces statistiques, c'est la question du harcèlement sexuel en milieu scolaire. On ne cessera jamais d'en parler. Il y a certains départements qui étaient... champions. Vraiment réputés. Ce n'est pas de la stigmatisation, mais quand vous prenez par exemple le département du Koufo ou du Mono, il y a quelques années en arrière, vous vous rendez compte que c'est deux départements dans lesquels
il y a plus des questions du harcèlement sexuel, et il y a plus des questions liées aux grossesses précoces. Aujourd'hui, avec les statistiques que nous sommes en train d'avoir, la balance est en train de donner raison, je vais dire, au chef de l'État. Parce qu'il y a eu de la volonté politique. C'est lui, en tant que chef d'État, qui a imprimé l'ordre politique. Et qui a osé, il faut quand même le dire. Exactement. Donc, c'est le chef de l'État aujourd'hui qui a décidé de travailler pour que nous puissions avoir nos jeunes sœurs à l'école. Sinon, il y a quelques années en arrière, vous allez voir un enseignant qui se retrouve à mettre de la pression à la gente féminine. La fille n'a pas la possibilité de partager peut-être ces informations avec ses parents parce qu'elle ne sait pas comment les parents vont le prendre. C'est peut-être les parents qui vont relativiser, prendre un mal. Donc du coup, la fille, la gente féminine n'était pas pour autant protégée. Aujourd'hui, l'arsenal juridique que nous avons dans notre pays, le cadre institutionnel avec l'Institut national de la femme, tout ça nous permet d'être rassurés, tant soit peu, de ce que dès que la jeune fille rentre au collège ou dès qu'elle rentre même au cours primaire, elle a la possibilité d'étudier librement. Et vous auriez pu constater, que ce soit l'année dernière ou même cette année, plusieurs éducateurs ou plusieurs personnes qui auraient pu être appelées éducateurs se sont retrouvés devant les juridictions. Parce qu'à un moment donné, on a toujours pensé que c'est vrai, les textes de loi ont été élaborés, promulgués par le chef de l'État, mais on peut toujours passer à côté. Fort heureusement qu'il y a le cadre institutionnel qui permet aujourd'hui, assez vite, dès que les soupçons commencent, que des investigations puissent être menées, que la police puisse situer les responsabilités. Et si, entre-temps, on découvrait qu'on devrait vous permettre d'aller devant le juge. Vous répondez de vos... Exactement. Donc pour moi, toutes ces dispositions préalables qui ont été prises nous permettent aujourd'hui de remarquer ce que vous êtes en train de constater. Et on ne peut que souhaiter, parce que le chef de l'État, il est pratiquement en fin de mandat constitutionnel, le tout dernier. Le prochain chef d'État, quelles seraient ses priorités? Je pense que voilà... La plus grande question à se poser. Oui, la plus grande question est posée, mais je me dis, c'est une priorité, par exemple, pour le prochain chef d'État, de ne pas venir et de manquer... mettre en cause tout ce qui est déjà... Non, ce n'est pas évident qu'il mette en cause, c'est pas évident qu'il remette en cause, mais toujours est-il que quand on a la volonté politique, le cadre institutionnel essaye de faire porter, je vais dire, les différentes réformes. Maintenant, quand vous êtes peut-être un proche au pouvoir d'État et qu'on se rend compte que vous êtes en erreur, et parce que la volonté politique n'est pas affichée clairement, on va vous couvrir. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui concerne ce secteur-là, le harcèlement sexuel, je peux me permettre de dire que le Bénin est en train de tourner définitivement cette page. Laurent Tonekes, Hugues Hector Zogo parle du harcèlement sexuel qui a d'une manière ou d'une autre permis d'avoir ces chiffres que nous constatons ce matin. Oui, la peur du gendarme joue son rôle, parce que autrefois... Qui est ce gendarme -là? Ce gendarme, c'est l'État. Ce gendarme, c'est l'INF. Ce gendarme, c'est la criette. Oui. Et donc, quand vous avez... Vous pensez que les gens ont peur de la criette? Oui, il y a des gens, excusez le terme, qui sont sexuellement malades, qui n'arrivent pas à se contrôler. Mais ceux qui ont un peu de jugeote déjà ont peur. Ont peur et se disent que le simple fait de même de s'adresser à la fille, et de ne pas savoir comment s'adresser à la fille, peut vous créer des ennuis. Et donc, par conséquent, chacun se préserve et fait attention avec les filles. Parce que, vous savez, les vicieux, malheureusement, ont leur stratégie pour embobiner les jeunes filles, et notamment les enseignants dans nos collèges, qui, d'habitude, en griffe par bêtise ou par
Je ne sais pas, hein, c'est pas ce que je veux dire. Considère les filles comme des lots de consolation. Il y a ce langage qu'on entend parfois chez certains enseignants. Il fallait bannir ça pour dire l'enfant d'autrui, la fille d'autrui ne saurait être votre lot de consolation. Ma fille ne saurait être votre lot de consolation. Ça permet de vous déstresser. Non, mais c'est une bêtise. Il faut arrêter ça. Et donc, je crois que cette dissolution de l'État, cette réforme de l'État aujourd'hui, central aujourd'hui, avec la réforme opérée au sein de l'INF, l'Institut national de la femme aujourd'hui, a contribué à limiter les dégâts. Et de sorte qu'aujourd'hui, les enseignants ont compris que s'ils ont besoin de femmes, ils doivent aller chercher parmi leurs collègues femmes ou alors aller chercher dans la société plutôt que de chercher parmi les filles. Et ça porte ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, au moins la fille, jeune fille, est contrainte de travailler. Parce que le plus souvent, les enseignants, pour pouvoir accorder des faveurs aux filles et pour leur donner de bonnes notes dans une certaine mesure, sont obligés, passent par ce chemin-là, ce raccourci-là, pour faire des avances aux filles. Alors, même si la fille est consentante, parce que c'est bien clair, dès lors que la fille est mineure, vous avez déjà un problème. Et d'ailleurs, même, c'est même pas dès que la fille est mineure, dès lors que c'est votre élève ou c'est votre apprenante, c'est que d'office, on peut vous interpeller. Donc, avec ça simplement, ça suffit largement pour vous interpeller. Donc, qui va alors faire ça? Parce qu'après, avant, on parlait de filles mineures. Mais là, maintenant, même si elle a 18 ans et qu'elle est ton étudiante et que tu es enseignant, tu as des problèmes. Parce qu'on dit, c'est interdit, on ne veut pas voir, on ne veut même pas sentir ça. Donc, je crois que ça aide nos filles aujourd'hui. Il revient maintenant à nos filles aussi d'étudier, de se mettre en valeur, de rendre fiers leurs parents. Parce que oui, on a beau faire ce combat-là, les réformes, tout ça là, si les filles aussi ne prennent pas conscience, on va faire beaucoup d'efforts, mais à l'arrivée, on n'aura pas le résultat. On n'aura pas les résultats. On aura des résultats, mais pas pour autant un meilleur résultat. Allez, Hugues-Hector Zogo, nous allons parler d'un deuxième sujet, c'est bien sûr la rencontre, le tête-à-tête entre le chef de l'État et puis les maires des 117 communes. Défi Info, dans sa parution du jour, nous dit que les maires désavouent vraiment les réformes sur la décentralisation, alors que devant nos caméras, devant nos micros, ces maires ont quand même loué et salué les initiatives mises en place par le chef de l'État. Quelle est votre appréciation, Hugues-Hector Zogo? Je ne suis pas surpris de cette posture hypocrite. D'accord. Je n'en suis pas surpris parce qu'il faut déjà remonter à cette première rencontre au cours de laquelle le chef de l'État, à la salle rouge du Palais des Congrès, annonçait déjà les réformes et le maire Kenam de Pomancé, ayant pris la parole, a pu dire qu'il faut leur laisser leur budget. En fait, le vrai défi se retrouve à ce niveau, c'est la bonne gouvernance. C'est une question de bonne gouvernance qu'il s'agit. Et quand vous parcourez un peu aujourd'hui nos différentes communes, vous vous rendez compte que la réalité est tout autre. Malheureusement, ceux que nous avons à la tête de nos communes ne savent pas ce qu'on appelle la décentralisation. Ah bon? Ils savent en réalité pas pourquoi ils sont là en tant que maire. Je suis désolé, mais il faut quand même le dire. C'est le triste constat. C'est des acteurs qui ne maîtrisent absolument rien de ce qu'est le développement à la base. Vous ne pouvez pas voir, par exemple, un maire qui a de difficultés à pouvoir communiquer avec ses populations, avec ses mandats. C'est inadmissible. Le développement à la base, ça voudrait dire que c'est le contact entre l'autorité... avec la population, l'autorité... Avec le citoyen lambda. Quand on parle du plan de développement communal, dites-moi aujourd'hui, quel est le taux de réalisation des projets par rapport au plan de développement communal de chaque commune? Quand on prend chaque commune aujourd'hui et quand on doit s'asseoir pour faire le point, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit au niveau du secteur sanitaire, au niveau du secteur éducatif, au niveau du cadre de vie, quand on s'arrête et on dit évaluons le plan de développement communal. Où en sommes-nous concrètement? Où en sommes-nous concrètement? Vous allez constater qu'il y a des maires qui ne passent tout leur temps qu'à voyager. On vous annoncera en session communale que oui, l'autorité communale... Non, mais il faut quand même aller décrocher des partenariats. Vous n'êtes pas contre. Je vous dis, on vous dira que le maire demande l'autorisation de la session pour voyager. Il voyage, mais vous n'aurez jamais
l'impact de ce voyage-là. C'est-à-dire que dès qu'il rentre, il communique par médias et vous constatez qu'effectivement le maire est parti pour une mission. Oui. On vous annoncera des choses, mais 2 ans, 3 ans après, faites le tour. Parcourez toutes les communes, les 77 communes du Bénin. Essayez de voir tous ceux-là que nous avons eus comme maire qui aient fait des missions officielles. Et revenez pour me dire, oui, ces missions-là ont porté de fruits. C'est pas ça la décentralisation. On a l'impression que certains cadres de notre pays, à défaut de se retrouver dans le gouvernement, une fois ayant eu la chance de se voir élire ou de se voir nommer à la tête de leur commune, pensent que c'est un boulevard pour se refaire une identité. Et donc, on devient, je vais dire, ce technocrate-là, pigeon voyageur. On peut être en train de faire le tour au nom de la commune. Mais par finir, la commune ne gagne absolument rien de ces déplacements-là. Aujourd'hui, vous faites un tour dans nos communes, vous allez malheureusement constater que le courant ne passe pas entre le secrétaire exécutif qui est là pour la mise en place administrative et le maire de la commune. Parce que le secrétaire exécutif, au regard de la mission qui lui a été confiée, a le devoir et l'obligation de rendre compte. Le jour où on constatera qu'il y a eu 1 centime de détourné, des détournements ou des défaillances, il sera responsable, le premier acteur à en répondre devant la CREIET. L'institution devant laquelle il va répondre, elle est bien connue. Ce n'est pas une cour du roi Pédo ordinaire, ce n'est pas un tribunal ordinaire. Il va se retrouver devant la CREIET pour en répondre. Quand vous prenez un secrétaire exécutif qui n'a pas du rendement, productif, on a la possibilité de le démettre. On en a déjà connu. Oui. Nous avons vu. La tension qui naît aujourd'hui au niveau de nos différentes communes n'est que la conséquence de ce que leur budget, entre griffes, porté par la voix du maire de Pomancé, leur a été retiré. Donc, comment voulez-vous que des acteurs qui hier utilisaient les budgets de nos différentes communes pour construire suffisamment, je vais dire, de châteaux, comment voulez-vous que ces mêmes acteurs-là, en intervalle de 3 ans, puissent changer encore tout de suite de posture et dire oui, nous applaudissons? Ce n'est pas possible. Donc pour moi, en réalité, ces maires, pour la plupart, se retrouvent dans une posture hypocrite. Le chef de l'État même le sait. Il le sait, il en est conscient. C'est pourquoi la rencontre qu'il a eue avec eux au niveau du palais de la Marina en fin de semaine, il leur a parlé de la bonne gouvernance. Il a insisté sur la bonne gouvernance. Mais nous avions quand même suivi les impressions après ce tête-à-tête où certains maires quand même saluaient l'initiative, appréciaient toutes les réformes. C'est passé sur nos écrans. Ils l'ont dit simplement parce qu'ils portent le souhait de revenir. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui... Mais c'est un débat plus sérieux en fait. Quand on regarde un peu le bilan de la décentralisation au Bénin, quand on regarde le bilan qui nous a permis de nous retrouver dans ce... je vais dire, dans cette réforme, qui permet d'envoyer désormais les cadres au niveau de nos différentes communes, vous vous rendez compte que le Béninois a besoin d'une nouvelle mentalité. On a besoin de nouveaux types de citoyens. On se retrouve malheureusement au cœur d'une commune où le maire a de difficultés à communiquer avec son adjoint. Juste parce qu'il n'y a pas des intérêts en jeu. Peut-être que l'adjoint n'est pas d'accord sur la manière dont... C'est peut-être le maire qui n'est pas d'accord avec l'adjoint. Ça va être difficile que le maire ne soit pas d'accord avec l'adjoint. Le maire va plutôt chercher à mettre en place des entreprises écrans. Aujourd'hui, on les appels d'offres fictifs. Exactement. Aujourd'hui, ça ne peut plus se passer. Si ça se passe, l'acteur qui se retrouve au niveau de la PRMP aura de difficultés. Donc, pour moi, ces maires sont dans une posture hypocrite. Ils savent
qui n'ont plus la possibilité de faire du chantage comme ça se passait. Voyez-vous? Et aujourd'hui, les partis politiques sont assez forts dans le pays. Donc, si vous, le chef de l'État vous invite, partage avec vous son ambition, et que vous, en tant que maire, on vous tend le micro et vous allez contre ce que le chef de l'État a dit. Ça risque de vous coûter la mer à boire. N'imaginez pas qu'un parti politique puisse vous faire confiance et vous mettre sur sa liste. Allez, Hugues, Laurent Tonekes, les maires sont-ils dans une posture d'hypocrite, selon vous? Est-ce que les maires sont dans une posture d'hypocrite? Écoutez, qui veut affronter le chef? Parce que nous avons vu... Qui peut avoir le courage d'affronter le chef et lui dire, chef, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Il y en a au Bénin, dans la mouvance là. Il y a quand même des hommes au Bénin, Laurent. Oui, il y a des hommes. Il y a hommes et il y a hommes. Ceux qui sont dans la mouvance là, parce qu'au moins au niveau de la mouvance, nous avons 111 maires pour la mouvance et 6 pour l'opposition. Bon, l'autre opposition de Paul Rompé. Alors, dans le lot là, y a-t-il quelqu'un, comme on dit dans le jargon ivoirien, y a-t-il garçon pour affronter le chef pour dire votre réforme là, c'est pas bon? Reconnaissons tous. Et le chef. Ils l'ont quand même fait hors micro et hors caméra, Laurent. Hors caméra, hors micro. Ils n'ont qu'à dire ça devant caméra et micro. Parce que même le chef, en tout cas pour ma part, est conscient de ce que cette réforme-là, il faut l'améliorer. Qui vous souviennent quand il y avait cette affaire de la dame qui a eu de situation, je crois, la secrétaire exécutive. La SE, oui. La SE, oui. Dans une Rondonneau, oui, justement. J'ai suivi l'ex-secrétaire administrative du parti dit qu'il faut évaluer, en son temps, il faut évaluer cette réforme-là. Évaluer, cela suppose que oui, il faut voir les faiblesses de cette loi et l'améliorer. Alors, pour la question des maires aujourd'hui, vous savez, la réforme aujourd'hui ne donne plus de boulot aux maires. Donc, les maires, c'est vrai que, même si je ne dois pas applaudir le fait qu'ils voyagent tout le temps, il y a des maires quand même qui voyagent, je peux en citer 2-3, mais je ne leur ferai pas de publicité gratuite ce matin. C'est qu'il y en a qui ont voyagé au cours de l'année 2024-2025 que j'ai connu, qui sont venus avec des fruits tangibles. Hein. Il y en a par exemple cette année qui est allé, je crois cette année, ce forêt ne va pas aller en Europe, ramener des partenaires qui ont formé des jeunes ici pour l'entrepreneuriat. Donc il y a des fruits de la part de certains maires, on en voit. Mais il y en a, c'est vrai que ils vont tout simplement en balade parce que oui, ils n'ont plus d'activité. Parce que le problème, c'est... Il faut parler de balade d'abord, Laurent. Oui, mais c'est balade parce que celui qui doit faire le travail maintenant, c'est le SE. Et c'est pour ça que je dis, d'ailleurs même, je crois qu'on avait parlé de ce sujet-là une fois, à la fin de ce mandat des maires-là, en 2025-2026, si on va aux élections là, qui sont ceux qui iront vers les populations pour faire le bilan? Est-ce que c'est les maires ou bien c'est les SE? Naturellement, les maires. Les maires. Mais les maires ont été élus en disant qu'ils veulent faire un truc, faire un travail. Sauf qu'à un moment donné, l'équipe, quand vous proposez une liste, c'est que vous dites, dans la même commune, nous venons pour améliorer les choses, pour faire les choses autrement. Mais il s'est fait que dans le processus de 2020, en plein processus, les maires ont été nommés. D'accord? Et à la suite de la nomination des maires, on nous a amené des secrétaires exécutifs. Ça veut dire que quoi? Ceux qui avaient vraiment envie d'être maires et qui avaient vraiment une vision, n'ont pas eu la chance d'avoir le poste de maire. On a amené des gens qui sont venus comme ça, par chance, parce qu'on a amené la loi interprétative. Ils sont devenus maires par concours de circonstances. Et donc, ils pensaient pouvoir exercer ce pouvoir de maire. Quand, patatras, on sort une réforme, on dit c'est les secrétaires exécutifs qui doivent maintenant contrôler tout. Devant les populations, est-ce que, je prends l'exemple d'Aboué-Clavy, qu'est-ce que Angela Rantine peut aller dire aux populations? Parce qu'il n'a pas la décision. Et qu'il a le pouvoir politique, il incarne le pouvoir, il est le chef suprême de la commune. L'autorité politique. Et donc, quand il n'a pas d'activité, souffrait que peut-être qu'il se cherche les moyens d'aller en France après, qu'il aille au Canada ou aux États-Unis. J'ai vu beaucoup de conseillers communaux de la commune d'Aboué-Clavy faire des... Mais Laurent, on ne peut pas être contre ça, on ne peut pas être contre ça, on peut pas être contre ça. Mais non, je ne suis pas contre. Aller tisser des liens, c'est ce que je dis. Si le maire a la pleine décision sur le territoire, c'est qu'il n'a pas assez de temps pour aller faire ces voyages-là. Maintenant, c'est la SE qui fait tout, qui décide de tout. Même si le maire doit faire quelque chose, il doit pouvoir se référer à la SE ou au SE. Vous voulez qu'il fasse quoi? Moi, je pense qu'à un moment donné, certains trouvent la meilleure formule pour dire, bon, il vaut mieux peut-être que, bon, j'aille
faire le tout pour chercher des partenaires. Si ça marche, parce que c'est inscrit aussi dans leur budget de ce que, oui, j'ai suivi. Et c'est en cela qu'il faut interpeller, c'est vrai, aussi nos maires. Parce que j'ai suivi un maire de la Côte d'Ivoire qui dit, quand il est devenu maire, c'est une histoire, j'ai lu l'histoire, il racontait, il parlait lui-même. Il y avait un budget de 10 millions qui était alloué à la commune, au voyage du maire, par an. Et donc, alloué uniquement au voyage. Au voyage du maire. Et donc, chaque année, il devait voyager. Et son prédécesseur, chaque fois, se promenait, voyageait tout le temps. Mais lui, quand il est arrivé, et c'est en cela que je rejoins Hugues Zogo pour dire, la question de la décentralisation, c'est le développement à la base. Et beaucoup d'acteurs, malheureusement, n'ont pas encore compris la quintessence de ce qu'on appelle de décentralisation, développement à la base. Ce maire disait que son prédécesseur voyageait tout le temps. Mais quand lui est arrivé, il a dit les 20 millions là, je ne veux plus ça sur la ligne du voyage du maire. Je voulais que vous me reversiez ça pour que je puisse faire autre chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces sous-là et il a maintenant commencé à payer la scolarité pour les enfants de sa commune. Qui n'avaient pas les moyens. N'avaient pas les moyens. De sorte que, à un moment donné, les gens disaient partout dans le pays que dans telle commune, la scolarité est gratuite. Et pourtant, ce n'était pas gratuit. C'est que le maire, l'argent qu'on a réservé pour qu'il voyage, désormais, il prend ces sous-là pour payer la scolarité des enfants. Donc ça veut dire que quoi? Au moins, on peut avoir une vision comme ça dans nos communes. Pour les populations, même si vous n'avez pas la décision, il y a des lignes budgétaires prévues pour le maire, que le maire peut réorienter vers des activités pour le bonheur de la population. Il ne sert à rien d'avoir un maire qui veut voyager tout le temps. Il ne sert à rien d'avoir un maire qui veut avoir tout le luxe possible, parce que le plus souvent, on refait tout le bureau, et chaque année, on change les menus, on change tout. Alors que ce montant-là, on peut l'allouer à d'autres activités. Notamment, vous voyez dans nos écoles, dans nos localités, on a beau dire que les cantines scolaires, c'est une bonne chose. Mais aller dans les cantines dans certaines localités, vous serez découragé. Et donc, ces montants-là, ces sous-là, qu'on prend pour certains maires, justement, parce que, oui, j'en connais, j'ai dit, il y a des maires que j'ai connus, que je connais qui ont voyagé, qui ont rapporté des choses à leur commune, mais je peux en citer aussi 2 ou 3 qui sont tout le temps en voyage et qui ne rapportent absolument rien à leur commune. Vous n'allez pas les citer. Non, je ne citerai pas. Merci beaucoup, Laurent. Oui, Hugues. Oui, je voudrais quand même revenir assez rapidement sur la mission du secrétaire exécutif. Pour que nous puissions mieux situer qui répond en fait devant les populations. On dit que le secrétaire exécutif de la mairie, le secrétariat exécutif de la mairie est organisé et fonctionne conformément à l'organigramme, au règlement intérieur et au manuel de procédure, de la commune adopté par le conseil de supervision. Et le secrétariat exécutif regroupe sous l'autorité du secrétaire exécutif tous les services administratifs et techniques de la mairie. C'est le responsable de l'administration communale. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques. Alors, le secrétaire exécutif, il assure l'organisation des services communaux et l'exécution du service. C'est clair. Principal animateur. Je vais revenir. Oui. On dit qu'il assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune. La gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Je voulais revenir sur un aspect assez important, c'est le conseil de supervision. En réalité, le secrétaire exécutif, comme on a tendance à le faire croire, n'est pas un super cadre de la République qui est au-dessus du maire. Il y a ce qu'on a institué au cœur de cette réforme-là, qu'on appelle le conseil de supervision. Et au sein du conseil de supervision, nous avons le maire, qui d'ailleurs est le président du conseil de supervision. Voyez-vous, on a le secrétaire exécutif, on a les adjoints au maire, et puis quelques présidents de commission. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que nos maires, malheureusement, oui, malheureusement, utilisent l'astuce là pour dire oui, aujourd'hui, nous ne sommes plus les premiers acteurs qui intervenons. Mais en réalité, le secrétaire exécutif, tout ce qu'il met en application est parti de ce conseil de supervision. Je vous donne le cas de Ouida, par exemple. Vous auriez dû constater qu'à un moment donné, on a dû suspendre un secrétaire exécutif. Oui. Pourquoi? Nous l'avons vu, nous l'avons entendu dans ce point. Parce qu'il ne respectait simplement pas les décisions du conseil de supervision. Il ne prenait pas
l'avis du conseil de supervision. Mais à un moment donné, le conseil de supervision a pris ses responsabilités, a saisi l'autorité qui se retrouve aujourd'hui au niveau du palais de la Marina. Donc, autant de maires peuvent prendre cette décision-là à travers le conseil de supervision. Et mieux, nous avons ce qu'on appelle, c'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure en faisant référence au plan de développement communal. Le secrétaire exécutif ne vient pas pour sortir une charpente de nulle part. Il y a le plan de développement communal qui est un outil élaboré avec les populations. Et quand vous avez un budget voté en session, dès que ça ne répond pas à tout ce que vous aviez inscrit au départ dans le plan de développement communal, le préfet qui a l'autorité de tutelle ne valide pas le budget. Donc c'est pour dire que pour moi, le débat ne se pose pas du tout à ce niveau. Les maires ne viendront pas demain nous dire parce que je me suis retrouvé avec un secrétaire exécutif, je n'ai pas de bilan à vous présenter. La belle preuve, faites un peu le tour. Quand il y a réédition de comptes, ce n'est pas le secrétaire exécutif qui prend la parole, c'est le maire. Allez, Hugues, Laurent, ton inquiétude, oui. Moi, je crois qu'au conseil de supervision, en réalité, oui, c'est ce que prévoit la loi. Mais dans la pratique, dans nos communes, nous parlons de quoi? De l'hypocrisie des maires. Et nous savons, je suis sûr que sur ce plateau, chacun de nous a écouté un maire. Même s'il y a conseil de supervision, je veux bien les écouter davantage. Non, oui, je suis sûr que, d'ailleurs, vous avez même donné... Si le temps nous allons une fois encore les écouter. Vous avez même d'ailleurs cité une mairie. Et je suis sûr que vous avez écouté 1 ou 2, 3 maires. D'ailleurs, vous avez reconnu que c'est de l'hypocrisie. Le problème aujourd'hui, même s'il y a conseil de supervision, il y a un problème dans nos communautés, dans nos communes. Les secrétaires exécutifs, dans une certaine mesure, ne s'entendent pas avec les maires. On va leur laisser le budget. Non, je ne parle pas de le budget. Mais il faut évaluer. J'ai parlé d'évaluation de la réforme. Il faut évaluer. Je suis d'accord. Il faut évaluer et sortir et voir les imperfections. Parce que, qu'on le veuille ou non, on parle de conseil de supervision. Après, là, qui prend la décision? On a dit l'animateur principal, responsable administratif. C'est lui qui fait tout. C'est-à-dire que vous avez beau décider en conseil de supervision, il peut être dans son bureau après un moment donné dire ça là, c'est pas bon. Et remettre en cause. Et remettre en cause. Il remet en cause. Et il y a tellement d'arsenal juridique. Il va dire conformément à telle loi, conformément à ci, conformément à ça. Et du coup, il y a un problème. Et c'est en cela que je dis aujourd'hui, vous avez parlé du plan de développement communal. Écoutez, cher Hugues Zogo, ça existe, c'est vrai. Mais véritablement, est-ce que les maires peuvent mettre en exécution les plans aujourd'hui sans l'implication des, comment vous appelez, des secrétaires exécutifs? Qu'ils vous souviennent que par le passé, quand une école est décoiffée du fait de la tornade ou je ne sais quoi, le maire peut prendre une décision politique et décider qu'on le fasse d'abord. Aujourd'hui, il y a un processus. De sorte que parfois, il y a des problèmes à régler aussi facilement. Mais il faut se référer au secrétaire exécutif, il faut passer par tel processus et après, le SE peut juger bon, dit bon, ça c'est pas bon, il faut attendre d'abord et tout. Parcourir nos communes aujourd'hui. On se rendra compte malheureusement que c'est dans la mise en application de façon rapide. D'accord, de ces différentes actions-là que les maires se permettent est-ce que parce qu'il y a des secrétaires exécutifs quand même qui ont été... Écoutez, on parle de maires, les SE ne sont pas différents des maires. C'est citoyens béninois comme nous autres. Et des maires, des SE ont été cités dans des affaires comme ça. Oui. Ont été relevés. Cela suppose que... Donc ce n'est pas une question de personnes en réalité. Non, je ne parle pas de personnes. On va évaluer, c'est sûr. Oui. On aura le temps d'évaluer. Les SE ne sont pas mieux que les maires que nous avions. Je ne l'ai jamais dit. Il n'y en a pas mieux parce que les PRMP dans notre communauté, on a vu beaucoup pas mieux qui sont déjà allés en difficulté, moi, qui ont été sanctionnés pour 7 ans. Il y a des SE qui ont été sanctionnés parce que tel marché a été mal attribué. Il y en a plein. Donc pour vous je suis heureux aujourd'hui qu'on ait au niveau de nos communes des acteurs qui vont répondre devant la justice. On n'a pas encore de par le passé connu, je ne sais pas, des maires qui, en cours de mandat, se sont retrouvés devant la justice pour répondre. Au moins, c'est déjà un pas. Évidemment, on va évaluer la réforme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut corriger. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à corriger pour ce qui concerne cette réforme. Forcément. Il faut évaluer. Il faut corriger, par exemple, Laurent, rapidement. Les acteurs comprennent mieux.
Le chef de l'État, ça va peut-être les aider, Laurent Tony. Non, quand vous voulez que moi dise quoi, le chef de l'État a un renseignement très efficace, il écoute ce que les maires disent derrière lui chaque jour. Il écoute ce que les maires disent derrière lui chaque jour par rapport à cette réforme. D'accord? Les préfets là, ils savent aussi qu'aujourd'hui, l'avènement des SE aujourd'hui empêche certains CS préfets d'avoir de complicité avec les maires. Justement, ces préfets également. Donc, ce que chacun dit derrière lui, il sait. Donc, ils connaissent un peu les problèmes qu'il y a dans cette réforme-là, qu'il faut évaluer. Il faut mieux accepter. Même si les maires n'ont pas le courage de parler, je suis convaincu que le chef de l'État sait qu'il y a quelque chose. Il n'a pas le courage de parler. Oui, il n'a pas le courage de parler. Je suis convaincu que le chef est bien conscient de ce que cette réforme-là, il faut l'améliorer. Si on doit continuer avec ça, il faut l'améliorer. Allez, nous allons parler d'un troisième sujet très rapidement, élection de 2026. Nous avons vu la Sénat qui fait le point avec les partis politiques. Nous informe le Télégramme. La Sénat a échangé, c'était donc ce vendredi, avec les partis politiques pour le suivi du code électoral. Hector Zogo, comment est-ce que vous appréciez cette démarche de la Sénat? Cette démarche institutionnelle, pour moi, elle est bienvenue. C'est une démarche de paix, je l'ai dit sur notre plateau. Et pour moi, c'est ainsi qu'on peut effectivement passer la période transitoire dans laquelle nous nous retrouvons. Quand je parle de période transitoire, je veux parler donc de cette période qui nous permet d'aller aux élections. Vous savez, quand on est à la veille des élections, tous les peuples ne font que crier « Nous voulons des élections libres, des élections pacifiques, des élections crédibles, nous voulons des élections transparentes. » Parce que quand ces trois conditions-là... Et inclusives, voilà. Quand ces quatre conditions-là sont remplies, inéluctablement... Tout à l'heure. C'était pas à dessein. D'accord. Quand les quatre conditions sont remplies, la conséquence, c'est qu'il y a la paix. Mais quand l'une des conditions commence par ne pas être prise en considération, c'est là où... inéluctablement, on se retrouve dos au mur. Donc pour moi, ce que la Sénat est en train de faire aujourd'hui, c'est une démarche citoyenne qu'il faut saluer. Parce que ça nous permet déjà de comprendre qu'on a une Sénat qui se professionnalise. Ça nous permet de comprendre qu'il y a une Sénat qui comprend qu'il y a plus d'enjeux pour les élections à venir et par conséquent de ne plus rester dans sa posture de oui, nous sommes une institution, nous allons juste organiser les élections quand la date serait là et on laisse la Cour constitutionnelle s'occuper du reste. De la suite, oui. Mais une Sénat qui sans doute, au regard de tout ce qu'il y a comme critique, tout ce qu'il y a comme velléité, se dit, attention, ce n'est pas nous qui allons porter, par exemple, la responsabilité de l'échec de ces élections. Et par conséquent, elle joue sa partition à partir de maintenant. Il y a une plateforme qui a été mise en place. Tout à fait, une nouveauté, lead délégué. Exactement. Cette plateforme-là va permettre de former davantage des représentants de nos partis politiques. Cette plateforme-là va davantage apporter l'information, que ce soit aux acteurs de la communication ou des médias, ou même le citoyen lambda qui a intérêt à découvrir ce que lui offre le cadre institutionnel, le cadre juridique par rapport aux élections de 2026. Il aura toutes les informations. Maintenant, là où la grande question se situe, c'est, oui, la Sénat a invité aujourd'hui les partis politiques. Ils sont sortis, les représentants de ces partis politiques-là. Ils ont pris la parole, ils ont applaudi. Il ne faudrait pas que demain, les mêmes acteurs reviennent. Pour commencer par crier sur tous les toits. Exactement. Parce que pour moi, c'est maintenant. C'est plus que jamais maintenant qu'il faut prendre la parole. Si vous n'êtes pas d'accord avec la Sénat, il faut le faire savoir en même temps. Il faut le faire savoir en même temps. Il ne faudrait pas attendre 3 mois après, quand on sera en plein dans le processus. Et que la Sénat puisse dire, oui, écoutez, nous vous avions convoqué. Et parce en son temps, vous avez validé, vous avez évidemment, applaudi. Parce que ce que la Sénat est en train de faire, c'est une démarche méthodique. Nous avons à organiser des élections. Les élections s'organisent avec les partis politiques. Nous mettons en place des outils
nous convoquons les acteurs pour qui ces outils-là sont mis en place et on leur dit, voilà, écoutez ce que nous vous offrons. Maintenant, s'ils ne portent pas de jugement de valeur, s'ils ne sont pas critiques et qu'ils nous laissent avancer dans le processus, quand nous, on aura dépassé cette étape-là, bien que ce qu'ils disent soit légitime. Non, je ne dirais pas légitime. Bien que ce qu'ils disent ait de l'intérêt, la Sénat ne va plus les écouter parce que la Sénat serait à une nouvelle étape. Donc pour moi, aujourd'hui, les acteurs politiques, que ce soit ceux de la mouvance ou que ce soit ceux de l'opposition, c'est maintenant. Et aussi, la société civile, parce que nous la connaissons de plus en plus, elle devient de plus en plus civile. D'accord. Hugues Hector Zougou, nous allons rapidement donner la parole à Laurent. Je n'ai même pas fini l'idée. Moi j'ai souri parce que quand Hugues Hector Zougou dit oui, les partis politiques ont été appelés, donc ils doivent parler maintenant, après il ne faut pas dire. Nous avons connu dans ce pays la Sénat des fautes mineures. Et la Sénat qui est là, on a connu ça par le passé, on a connu maintenant la Sénat qui est là, c'est la Sénat de la caducité, parce que le document caduque, qui progressivement change la face et devient la Sénat des réformes. Il faut apprécier les réformes qui sont opérées au niveau de la Sénat, et il faut quand même aussi être optimiste avec ce qui se fait avec la Sénat. Sauf que oui, quand je suis Hugues Hector Zougou, quand il dit ça, je souris, c'est que oui, évidemment, il ne faudrait pas que ce soit une stratégie pour dire oui, nous avons bien montré les choses, et puis après, quand il y a un problème, on dit non, ce n'est pas notre faute, parce qu'on peut bien, à la face du monde, montrer des choses pour dire on fait bien, mais derrière, on peut ne pas faire bien correctement. En fait, les actes peuvent ne pas accompagner ce qui a été montré publiquement. C'est en cela que j'interpellerai, en fait, les responsables de la Sénat pour leur dire oui, ce que vous faites là, la Sénat des réformes, parce que c'est cette Sénat qui nous a parlé de caducité il y a quelques mois, en tout cas en 2023. Donc il ne faudrait pas qu'on revienne avec ces mauvais souvenirs. Les réformes qui sont opérées là, il faut qu'on le fasse. Et Hugues Hector Zougou est venu sur ce qu'on souhaite de ces élections. Et j'insiste là-dessus. Élections libres, transparentes, inclusives. En tout cas, de toute façon, il faut faire l'effort que on n'ait pas les situations malheureuses qu'on a connues en 2019, par exemple, où on a vu doublon de candidature au point où on a invalidé la liste du PRD, par exemple. Je pense que la Sénat travaille déjà à cela. Oui, toutes les autres Sénats ont travaillé à ça. Ils nous ont montré qu'ils étaient en train de travailler. Et à l'arrivée, on a vu les problèmes qu'on a eus. Donc, je pense que ce n'est pas le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de nous montrer qu'on travaille véritablement. C'est de nous rassurer. Et ces réformes, oui, d'accord, ça nous montre qu'on travaille, qu'ils travaillent, pardon, mais il faut que davantage dans les actes et les prochains mois, qui savaient des mois assez, comment vous appelez, importants pour le Bénin et le peuple béninois et l'histoire, la vie du Bénin, il faut que les responsables de la Sénat prennent conscience de l'enjeu et comprennent que ils ont une responsabilité, la responsabilité de l'inclusivité des élections, de la transparence des élections, de ce que, oui, le peuple leur reconnaîtra. Ils sont là-bas pour le peuple, pas pour un camp politique. Allez, Hugues, très rapidement. Oui, très rapidement. La Sénat est en train de faire un travail formidable aujourd'hui. Ça, il faut Ce travail que la Sénat est en train de faire nous permet de comprendre qu'on est en train de numériser l'institution. Mais ça fait appel encore à... On n'a d'ailleurs pas le choix parce que... Mais ça fait appel à un autre enjeu, l'enjeu de l'Internet. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? La qualité de l'Internet au Bénin. Voilà. Où est-ce que nous en sommes? Ça, c'est un autre débat, Hugues. Non, ce n'est pas un autre débat. Ouais. Ce n'est pas un autre débat parce que ce que la Sénat est en train de présenter aujourd'hui... La plateforme? La plateforme... Ouais. C'est pratiquement la plateforme que nous allons utiliser. Qui va dépendre de la connexion. Pour les élections à venir. Et donc, il y a urgence aussi pour l'ARCEP de mettre la pression sur les opérateurs économiques pour que nous ayons une bonne qualité d'Internet. Et que pendant le processus électoral, en plein cœur du processus électoral, nous puissions avoir de l'Internet stable, de l'Internet de bonne qualité, et que nous puissions aller sur la plateforme, toutes les plateformes que la Sénat aurait mises en place. Si réforme là, c'est pour nous dire qu'on va tracer, on voit les résultats, pas Internet, que l'Internet va bugger en plein processus au jour des élections. Il vaut mieux arrêter. Non, cela ne va pas arriver. Non, en fait, cela n'arrivera pas. On va apprécier les réformes, mais que si les gens ne sont pas sûrs de ce que
Oui, la connexion sera, qu'il vous souvient qu'en 2019, on a coupé l'Internet en pleine journée où on était en train d'organiser les élections. Donc, ça veut dire quoi? Les réformes, oui. E-délégués, oui. Tout ça, c'est oui. C'est pourquoi je dis que c'est bon de nous montrer qu'on travaille. Mais il faut que les actes accompagnent et que cela préserve la paix chèrement acquise pour le Bénin. Il ne sert à rien de nous dire on travaille comme les autres Sénats ont fait. Et puis après, on a vu à l'arrivée, il y a des problèmes. Non. D'accord. Laurent Tonekes, merci. Hugues Zogo, merci.